Bienvenue chez Afrosol Boho Mungwai Africa de Nkume Kuma. Pour pouvoir suivre vos audios sur l'histoire de la mode, des costumes et textiles de l'Afrique, ainsi que de sa diaspora. Pour plus de contenu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et bien sûr à partager. L'analyse d'aujourd'hui se portera sur l'apparition du tignon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce récit plutôt fascinant d'il y a 5-6 ans, relayé un peu partout dans la toile, qui parlait de ces femmes noires à qui on avait interdit d'exposer leurs belles chevelures afro en les imposant de les couvrir avec des turbans. Et tout le monde était resté ébahi de comment ces femmes avaient pu retourner une situation qui leur était défavorable en transformant des citrons en limonade, comme on dit, en s'imposant à leur tour comme des reines avec ces turbans. À l'époque, je ne mastiquais pas trop le secteur disons de l'histoire du costume et du textile comme aujourd'hui, mais je m'étais promise qu'une fois que j'aurais acquis certaines compétences, j'aurais approfondi les sujets une fois que j'en aurais eu l'occasion. Et voilà, l'occasion s'est présentée. Donc, le portrait que vous avez présentement sous vos yeux s'appelle Creole in a Red Headdress de Jacques-Guillaume Lucien Hamon et il date de 1840. La femme est inconnue. Il n'a pas été possible de retrouver qui elle était, malgré les initiales qu'on retrouve sur son encolure gauche de son chemisier. Deux lettres qui sont la lettre E et D. La jeune femme, comme vous voyez, elle a été dépeinte dans toute sa beauté naturelle, sans bijoux, ni autre type de parure. Juste un turban rouge qu'il a mis en valeur dans toute sa sensualité. Et ces turbans rouges, c'est ce qu'on va appeler un tignon. Voilà. D'où part toute cette histoire du tignon? En fait, on devrait partir en Louisiane française. Nous sommes en 1686 et la Louisiane a été cédée à l'Espagne. À cette époque, cohabitaient les Blancs, les Noirs esclaves, les affranchis et les Noirs nés libres, sous l'autorité du gouverneur espagnol de la Floride, Don Esteban Rodriguez Miró, qui promulgua de la même, dans son gouvernorat un manifeste connu sous le nom de Loi Tignon et qui naîtra dans le système de son programme Bando de Bon Gobierno. Il était plus sévère que l'alors Code noir de la Louisiane française contre la pratique du plaçage. Vous devez savoir que le plaçage était un accord entre une créole et une noire libre et un blanc, qui consistait à vivre en concubinage pour la femme et de recevoir en échange de la protection, ce qui faisait ainsi de la femme une placée, d'où le nom de l'usage plaçage. La mesure du tignon donc visait à empêcher ce qu'on appelait le croisement de race. Veuillez m'excuser pour avoir utilisé le mot, mais c'est pour rendre un peu le contexte, c'est anachronique, c'est pour vous rendre le contexte de l'époque. Donc c'était une mesure qui visait précisément d'éviter le croisement de race, comme j'ai dit, entre hommes blancs et femmes noires libres et empêcher
que la colonie soit surpeuplée des personnes issues du métissage. Pour remédier à cette inconduite, le gouverneur invita ces femmes sous peine d'expulsion de la colonie à adoucir leur charisme de manière à les rendre moins attirantes devant les hommes blancs. Il les interdit de porter des bijoux, leur demanda de s'habiller simplement et de couvrir leurs cheveux d'un turban. Avec cette loi, Dom Hiro a également tenté de calmer les grades de femmes blanches mariées ou pas, qui voyaient ces femmes libres d'un mauvais œil et voulaient en fait leur rappeler leur infériorité du point de vue social. Sachez qu'à l'époque, on est vers la fin 1700. Vous devez vous imaginer là en France, en Europe, on porte la robe à la française, hein. Et on a des robes vraiment époustouflantes, et on a des devants de corsage qui sont incroyables. On a des stomachers et un tout petit peu à la veille de la Révolution française, voilà. Donc, on a cette situation et pour vous rendre encore l'évidence de ce problème que eux ils voyaient comme problème, donc disons de cette situation que eux ils voyaient comme problème, je voulais vous montrer une personne qui, selon moi, incarnait vraiment la femme qui incarnait leur crainte. Elle, c'est Marianne Céleste Dragon. Elle est peinte ici par José Francis Javier de Salazar y Mendoza. Ce tableau date de 1795 et il a été fait en Louisiane. Dragon représenté dans Ce que l'on craignait. Elle est l'incarnation du bien-être colonial, avec sa somptueuse robe à la française, sa parure de perles qui passe de sa coiffure aux boucles d'oreilles. Une femme noire, libre, créole, mariée à un blanc, hein, le grec Andrea Droussakis Dimitri. Et c'est quelque chose qui ne voulait pas que ça devienne une forme de status quo. Voilà, que ça devienne un standard, le quotidien. Alors, qu'est-ce qu'un tignon en bref, le tignon, on l'a vu au début avec le premier portrait de Headdress, The Red Headdress, Girl in the Red Headdress, pardon. On a vu que c'est un turban, un mouchoir, un bandeau, une espèce de foulard ou un morceau de tissu porté comme une coiffe. Il varie en hauteur et en longueur. Il peut être multicolore, uni ou avec des motifs variés. Il diffère par les styles et les types de nœuds dans les différents territoires qui peuvent avoir des significations différentes. Si vous cherchez sur YouTube, il y a quelques ateliers. Hein. Il y a de divers ateliers sur la façon de porter les tignons. Je vous recommande de ne pas les refaire et de les porter dans certains contextes sans approfondir la symbologie, s'il vous plaît. Parce que essayons d'éviter les risques d'infraction de bonne foi, hein, parce qu'on voit bien que esthétiquement c'est beau. Hein, il faudrait se renseigner avant si c'est quel type de nœud, ou comment on le porter, ou le lieu où on le porte. Est-ce que c'est convenable de l'exposer? Voilà. Donc ici on retrouve un tableau de Thomas Stoddard, un épisode
de rivalité entre les deux femmes est raconté dans ce tableau qui s'appelle Public Ball, donc bal public. Donc on a ces femmes qui sont dans ce bal. Nous avons Phyllis à gauche qui s'évanouit. Et après je vais vous raconter, on va faire un peu de Congo ça, des Sundi. Et on a Brunetta à droite en robe noire. Ces dames n'y vivaient que pour l'attention des célibataires, les plus riches. Donc ils étaient là en train de chercher leur poulet, pour ne pas dire leur daddy. Et l'événement se tient à Bridgetown, dans la capitale de la Barbade. Remarquez les deux femmes à droite, la servante qui en plus de porter le brocart de Brunetta, le brocart c'est en tissu. Donc la servante porte un brocart en tissu comme tablier ou comme jupe pour vous, pour vous aider à mieux la cerner. Raison pour laquelle Brunetta s'évanouit, je pense, parce que j'imagine que Phyllis, c'est plutôt Phyllis qui s'évanouit, donc j'imagine que Brunetta a su que Phyllis devait porter cette robe avec ce genre de tissu là, le brocart. C'était quand même un tissu d'un certain point, c'était un tissu riche qui pas tout le monde pouvait porter. Et ici on voit que Brunetta l'a donné à sa servante pour se faire une jupe. Donc on est dans un bal devant tout le monde pour l'humilier et tout, et clairement elle a reçu son coup parce qu'en fait Phyllis s'évanouit. Alors donc là on voit la servante au travers le brocart. On s'est un peu éloigné de notre sujet. Elle porte un chapeau de paille sur le côté qui est placé sur son tignon. Et franchement, je vois cette façon d'habiller la jupe avec les tignons vraiment très jolie, très style. Alors, ici aussi, nous avons à gauche une scène de marché pour la journée du linge, non de l'artefact, qui est rapporté par Agostino Brunias en 1780 dans la ville de Roson en Dominique. À droite, on a aussi un tableau de Paul Mélan de 1796, 3 femmes en robe blanche qui portent des colliers l'un après l'autre, vraiment dans des styles des îles. Ici, on a on suppose que c'est la côte française de Saint-Domingue par la façon dont ils sont habillés. Clairement, avant qu'elle soit cédée aux Français par les Espagnols et avant qu'elle devienne à Haïti 10 ans après. Ici, nous avons un autre portrait de Marie-Guillemine Benoît en 1800. Ce tableau se trouve au musée du Louvre. On dit que c'est une affranchie née en Guadeloupe, employée comme femme de chambre chez le beau-frère de l'artiste. Dites-moi sous les commentaires si vous voulez avoir les sources des informations que je suis en train de vous donner, ou des tableaux. Alors, ok, passons directement à Madame Marie Laveau. Elle, c'est une prêtresse vaudou de la Louisiane qui a alimenté de nombreuses légendes urbaines et d'horreur. Donc elle a ajouté au tignon un lien avec la spiritualité afro et quelque peu avec du suspense, voilà. Et ce tableau date de 1844. On verra, il y a pas mal d'exemples
dans le temps du port du Tignon. Et jusqu'à nos jours, pratiquement, des fois, je me rappelle de ces femmes, Cuba, oui, qui portent toujours leur... sous le chapeau en pas aussi, hein, qui portent les foulards en bas. Et c'est souvent ces femmes âgées avec leurs robes et, qu'on peut trouver avec des cigares aux alentours de la ville et des fleurs sur les chapeaux. C'est vraiment... quand je vois ça, c'est off. Bon, là aussi, je suis un peu sortie. Excusez-moi. Alors, jusque-là, on a vu l'historicité d'un turban, mais pas du tignon comme tel. Je m'explique. Jusque-là, il n'y a pas eu moyen de voir le mot tignon dans tous ces documents, toutes ces informations qui nous sont arrivées jusque-là. On n'a pas trouvé le mot tignon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de analyser un accoutrement qui est similaire, donc un accessoire qui est similaire au tignon et qui existait déjà et qui était déjà documenté avec ce mot-là. C'est quoi ce mot? C'est quoi cet accessoire? C'est le maré-tête. Le maré-tête, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai eu bien du mal à trouver un document officiel portant le mot tignon. Même l'extrait du bande de bon gouverne que je vous ai passé au début, en regardant, que ce soit même la traduction en anglais ou je sais pas quoi, on ne voit pas le mot tignon. Moi, j'ai lu handkerchief. Je n'ai pas lu autre chose. Et même le fait qu'on ait dit qu'on ne devait pas mettre son afro dehors. Donc, no curls in the hair, wear feathers. Donc, dans le sens qu'il ne devait pas aussi mettre des plumes parce que à l'époque, je vous ai rappelé, on est en fin 1700, et on mettait encore les aigrettes dans les palais, chez les nobles et tout ça. Donc l'aigrette était encore un accessoire qu'on utilisait fortement. Bon, avant que Napoléon arrive et qu'il impose comment dire, les robes à la grecque comme une fois, et la simplicité à la première période en lançant cette mode-là un peu partout. Donc, on les interdit de ne pas mettre des plumes sur leur tête, de mettre seulement, des peignets à plat leurs cheveux et de les couvrir. Donc, dans aucune de ces phrases, je ne trouvais le mot tignon. Et le deuxième pas que j'ai enjambé, en fait, c'est l'origine du mot tignon. Je suis allée chercher le mot tignon et je suis arrivée à un dictionnaire, jusqu'à un dictionnaire de 1701 de Messire Antoine Furetière, qui décrivait le tignon comme un mot masculin et un terme populaire, comme une coiffure de la femme qui a des cheveux gras et mal peignés, et encore ce qui est mal proprement coiffé, donc fortement dépréciatif. Et je suis allée voir dans un dictionnaire italien, français, qui, un siècle après, hein, qui disait qu'en fait, on devait voir le tignon dans le cadre des cheveux de femme, des cheveux qui sont derrière la tête, donc je suppose qu'on parlait du baby hair, donc le curl,
Et c'est aussi toutes sortes de coiffures pour femmes en fait en ce moment-là. Donc jusque là, donc si je dois essayer de comprendre, quand cette loi a été promulguée, le tignon en France était quelque chose de sale, quelque chose de populaire, de vulgaire. Vulgaire dans le sens le vulgaire de peuple, hein. Et, et donc c'était pas quelque chose de prestigieux. Mais encore, c'était pas utilisé comme... c'était pas une coiffure en fait. On a commencé à le mentionner comme coiffure un siècle après. Donc je me demande qu'est-ce qui a fait changer ça. Et je me demande pourquoi, en fait, jusque-là, vu que maintenant Tignon commençait à être une coiffe ou une coiffure, pourquoi il n'a pas été, comment dire, cité dans n'importe quel document, en fait, de l'autre côté de l'océan. Voilà. Et donc, comme je disais, le tignon semble être porté par des femmes noires libres ou esclaves de la Louisiane, mais aucun document officiel n'a été trouvé qui mentionne explicitement le mot tignon, que ce soit aux États-Unis et dans les autres parties des îles. Seulement, je dois dire que dans un magazine de mode qui remonte du 19e siècle de la Louisiane, que je puis trouver un article grâce à un jeune historien afro-américain. Excusez-moi, en ce moment, son nom ne me vient pas. Si vous êtes intéressé, veuillez me rappeler sous les commentaires. Et donc, j'ai trouvé certains articles sur Pikachu, voilà, c'est la revue en question. Et selon l'article d'une certaine Catherine Cole du 17 juin 1891, le marais-tête serait l'ancêtre du tignon. Et non l'inverse en fait. Le marais-tête, ce serait le tignon aux Antilles françaises en créole. Si je ne me trompe pas. S'il y a des frères et sœurs des Antilles et tout, s'il vous plaît, je vous invite à intervenir. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Donc, j'espère que cette petite présentation ne vous a pas ennuyé et que vous l'avez trouvé intéressant. Moi, comme je vous ai dit, j'ai essayé de voir le tignon avant, le mot tignon avant son explosion de 5 et 6 ans sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas trouvé. Donc, si vous trouvez quelque chose, s'il vous plaît, contactez-moi et on en parle. Je suis là disponible et ouvert à échanger. Ok. Comme je disais, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un like pour les prochaines présentations et commentez. Si vous n'avez pas aimé, commentez quand même pour me dire pourquoi. Bon, à bientôt.